J'ai choisi le métier d'informer parce que j'ai réalisé jeune que bien s'informer, c'est la clé pour prendre des décisions éclairées. Puis je pense qu'en produisant des informations fiables puis vérifiées, les journalistes aident les gens à prendre des meilleures décisions pour eux, leur famille, puis aussi à mieux comprendre le monde qui les entoure. Ève Baudin, je suis journaliste scientifique, auteure de formation en éducation aux médias et aussi productrice au contenu pour la rubrique Le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse. Nicolas de Rosa, je suis journaliste dans l'équipe des décrypteurs de Radio-Canada. J'ai choisi le métier d'informer parce que l'idée d'aider les gens à comprendre des choses, c'est quelque chose qui m'allume, que ce soit comprendre la réalité des autres avec des reportages sur le terrain, de parler aux gens, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, mais aussi l'idée justement d'aider les gens à comprendre des sujets plus complexes, avec soit de la vulgarisation ou des vérifications de faits. Ces dernières années, alors que les fake news et les théories du complot se retrouvent amplifiées par les médias sociaux, une spécialité du journalisme a émergé pour tenter de débusquer les faussetés qui circulent sur le web, questionner l'authenticité de photos ou de vidéos abondamment partagées, bref, pour tenter de contrer l'épidémie de désinformation qu'on a baptisée l'infodémie. C'est la vérification de faits, le fact-checking en anglais, une approche du journalisme qui vise à vérifier l'exactitude des informations qui circulent dans ce Far West médiatique qu'est le web. Le fact-checking a connu un vrai boom durant la pandémie alors que toutes les théories les plus farfelues entourant le virus ont circulé et circulent encore d'ailleurs. Mais la désinformation est un enjeu plus profond, plus préoccupant, quand elle est produite par des États, des pays comme la Chine ou la Russie. Dans l'objectif de déstabiliser des démocraties, on entre alors dans un nouvel écosystème où l'information est une arme dangereuse. Suffisamment dangereuse en tout cas pour que le ministre de la Sécurité publique au fédéral souhaite une rencontre du G7 prochainement sur la désinformation afin de mettre en œuvre des programmes pour endiguer la propagation de la désinformation dans les démocraties. On en discute aujourd'hui avec deux journalistes qui s'attaquent au quotidien à cette épidémie de désinformation et qui ont fait de la vérification de faits le cœur de leur pratique. Nicolas de Rosa, journaliste à l'émission Les Décrypteurs sur ICI RDI, et Ève Baudin, journaliste et responsable à l'agence Science Presse de la plateforme Le détecteur de rumeurs. Comment ça s'est fait, votre rencontre avec l'univers de la vérification de faits, Ève? La première fois que j'ai fait de la vérification des faits, c'était pour une rubrique à Radio-Canada, de radio. Et ça s'appelait L'épreuve des faits. Donc, c'était une chronique en nutrition, santé, dans une émission Bien dans son assiette avec Francis Reddy. Et puis, par la suite, donc en 2016, donc quand le poste de détecteur de rumeurs à l'agence de Science Presse s'est ouvert, ben j'ai posé ma candidature, puis j'en fais donc depuis ce temps-là. Mais avant, il faut dire que je pense que j'ai fait beaucoup de consommation, beaucoup d'environnement. Puis je pense que quand on fait ce type de beat-là, ben on est toujours en train de vérifier les allégations marketing, par exemple. Donc, greenwashing. Oui, c'est ça. Donc, c'est quelque chose que je faisais depuis très, très, très longtemps, finalement. Mais c'est juste devenu un beat, une étiquette qui est devenue officielle parce qu'à partir de 2016, on s'est mis à parler de rubriques de fact-checking qui n'existaient pas vraiment, puis qui existaient encore moins en sciences. Au début, c'était juste en politique. Puis là, maintenant, moi, j'en fais en sciences. Donc, voilà. Nicolas? Ben, dans mon cas, c'est à cause de la COVID, en fait. Je couvrais avant ça la technologie à Radio-Canada. J'étais responsable de la section techno. Tu sais, j'ai beaucoup couvert des phénomènes web avant ça, ce genre de choses-là. Et au début de la pandémie, peut-être 1 ou 2 mois après que tout ça ait commencé, les décrypteurs étaient vraiment débordés de courriels, de demandes. Il y avait tellement de questions que les gens se posaient qu'ils avaient besoin d'aide. Donc, ils m'ont appelé et je suis là depuis ce temps-là et je suis bien content. Parlez-nous d'une histoire marquante, un article, un reportage, un sujet que vous avez traité en vérification de faits puis qui vous suit depuis ce temps-là. Nicolas, est-ce que tu en as un qui te vient en tête? Ben, moi, c'est beaucoup lié à la pandémie, ce que je vais dire aujourd'hui, je pense. Mais c'est sûr que peut-être un des sujets qui a fait couler le plus d'encre, c'est... il y avait une vidéo l'an dernier qui circulait d'un collectif qui s'appelait Réinfo COVID Québec. Donc, on parle de professionnels de la santé, de médecins, mais aussi de gens dans des sphères plus alternatives de la santé. Disons, c'est un regroupement de personnes qui voulaient parler de la COVID autrement, disent-ils. Ils ont fait une conférence de presse et la vidéo a été virale assez rapidement. On parle de, je pense, plus de 600 000 vues. Quand même. Au Québec. Puis c'était pas mal juste au Québec. Là. Des fois, on va couvrir des choses en France, ailleurs. Mais ça, c'était vraiment au Québec. C'était comme un feu de paille. Là. Et...
Ben, on a fait 2 dossiers là-dessus. Donc, un sur l'organisation en tant que telle et un autre sur les faussetés qui ont été dites à cette conférence-là. Je pense que ça a eu beaucoup d'impact et je pense que tout ça, ça représentait beaucoup ce qui se passait avec la COVID. Dans le gros de la pandémie, là, c'était vraiment beaucoup d'amalgames, beaucoup de raccourcis et aussi des gens en sarrau. C'est souvent les professionnels de la santé qui sont les plus dangereux s'ils désinforment. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a eu de l'impact de remettre les pendules à l'heure. Ève, est-ce que ton exemple provient aussi de cette fameuse pandémie? Bien, j'aurais pu donner, oui, des exemples de COVID. Effectivement, on a eu beaucoup de retours sur ce qu'on a écrit pendant la pandémie. On a fait pas mal de projets autour de la COVID. Mais aussi, ce dont on me parle, là, qui dure dans le temps, c'est vraiment une série que j'avais écrite qui s'appelle Anatomie des fausses nouvelles. Puis, dans laquelle je m'intéressais, en fait, à la science qui existe sur les fausses nouvelles. Et donc, dans laquelle on expliquait le rôle des émotions, le rôle des biais cognitifs. Puis ça, on m'en parle encore beaucoup, étonnamment. Les profs, quand j'en croise, des bibliothécaires me parlent de ça. Ils me disent « Ah, on utilise beaucoup ça dans nos classes, puis ça me fait vraiment plaisir. » Puis ça fait quand même plusieurs années que j'ai écrit ça. Là, on parle de vérification de faits depuis quelques minutes, mais pour les gens ordinaires, ils vont se dire, le journalisme ordinaire, c'est de la vérification de faits, mais il y a quand même des principes, des pratiques établies dans ce qu'on appelle le fact-checking. Il y a même une organisation internationale là, qui chapeaute ces pratiques-là. Si on avait à résumer un peu les grands principes du fact-checking, ce serait quoi? Bien, la particularité, je pense, du fact-checking, puis ce qui est bien, bien particulier quand tu te mets à faire ça, c'est que premièrement, tu dois vraiment aller fouiller de fond en comble l'argumentaire qui est présenté. Puis, bon, on sait, au départ, généralement, on se doute que c'est faux ou des fois partiellement faux. Parce que souvent, ceux qui désinforment, c'est un mix de vrai et de faux. Donc, on doit vraiment aller chercher, donc, vraiment explorer tout ce qu'ils proposent. C'est compliqué quand c'est un documentaire de 1h30, hein, on s'entend. Alors, ça dit beaucoup de choses, là. Ça dit beaucoup de choses, exactement. Puis souvent, on va faire un debunking qui va porter sur 1 ou 2 ou 3 allégations et non pas sur les 125 qu'ils disent. Donc, c'est ça la particularité. On s'intéresse à l'argument. Puis ensuite, ben moi, comme je le fais en science, ben je vais aller vérifier qu'est-ce que dit vraiment la science puis essayer justement de démêler le vrai du faux. Parce que ce qui est compliqué souvent, c'est qu'il y a certains éléments qui sont vrais, mais après, on les extrapole, on les présente autrement, on leur donne un autre contexte. Et alors là, après, c'est d'apporter toutes ces nuances-là dans le texte. Et c'est ça qui fait que c'est long faire du déboulonnage. Ça prend probablement pas beaucoup de temps à inventer des choses, mais les déboulonner, ça prend beaucoup de temps. Nicolas, quelque chose à ajouter sur les principes? Bien, ce qui est particulier aussi avec ça, je pense, c'est avec l'avènement du web et tout ça, c'est ce qu'on essaie de faire quand on fait de la vérification de faits, c'est de couvrir des choses de manière responsable aussi, parce qu'on ne veut pas nécessairement amplifier des discours qui peuvent être dangereux. Donc, c'est certain qu'il y a tout cet aspect-là de comment est-ce qu'on couvre ça d'une telle manière qu'on ne va pas amplifier ce discours-là, qu'on va amener les faits avant et qu'on ne va pas juste couvrir des sujets parce que notre job, c'est de faire du fact-checking. Donc, il y a plusieurs techniques qui peuvent être mises en place, différentes manières de calculer la viralité de quelque chose, mais aussi de la manière qu'on va écrire les articles. Il y a un principe que certaines personnes appellent le sandwich de la vérité, là. Donc, de commencer avec le fait, par la suite dire le mensonge et continuer avec des faits. Donc, vraiment de mettre les faits de l'avant et non les mensonges. OK. Ça répond un peu à la question, ma prochaine question. En fait, je me demandais dans vos médias respectifs, qu'est-ce qui détermine qu'on met des efforts? Ève, tu l'as mentionné, ça prend du temps à déboulonner les fausses informations. Qu'est-ce qui justifie dans une nouvelle que là, on va mettre des efforts sur celle-là? Il faut faire un fact-checking, une vérification de fait sur cette nouvelle-là versus une autre qu'on va laisser tomber. Parce qu'il y en a tellement, puis on n'est pas des équipes de 300 personnes. C'est quoi le filtre là, pour choisir l'histoire sur laquelle on va mettre nos efforts? Je pense que c'est certain que la viralité et les dommages que cette fausse nouvelle-là peut faire. Tu sais, nous, notre public nous écrit, si on voit qu'il y a beaucoup de courriels qui rentrent de gens qui se demandent mais voyons, c'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Ça, c'est un facteur déterminant. Ouais. Mais aussi, justement, si une vidéo qui a été vue 200 fois, il faut savoir qu'on a quand même un certain pouvoir, les médias. On a des gros auditoires. Il ne faut pas nécessairement amplifier ça. Donc, certainement, si beaucoup de monde se pose des questions, si c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact, c'est là qu'on va décider de le couvrir. Oui, parce que c'est vrai, à partir d'une petite théorie du complot qui a une portée confidentielle et la mettre dans une émission comme Les Décrypteurs, effectivement, on lui ajoute de
d'envergure à cette nouvelle-là. Là. Et souvent, je pense que c'est une erreur que vont faire certains médias de vérification de faits, surtout des médias partenaires de Facebook, par exemple. Parce que quand on est un partenaire de Facebook de vérification de faits, on est rémunéré pour ces articles-là qu'on va mettre en ligne. Donc, certains médias, dépendent de ces vérifications de faits-là pour faire des revenus. Donc, vont parfois vérifier des choses qui ne devraient peut-être pas nécessairement être vérifiées. Là, tu me parles de quelque chose dont je n'ai jamais entendu parler. Il y a des médias payés par Facebook pour faire de la vérification de faits. Oui, exact. Ben, c'est des médias partenaires, les partenaires indépendants de vérification de faits de Facebook. On en était un, d'ailleurs, jusqu'à peut-être l'an dernier. Mais pour nous, justement, l'aspect financier de ça, c'était pas ce qui nous intéressait. Parce que, on s'entend, Radio-Canada, c'est pas le média qui manque de financement, là. Je sais pas. Mais bon, selon différentes métriques. Mais c'est ça, oui, il y a des médias partenaires de Facebook. C'est ces fameux partenaires indépendants de vérification de faits. Oui, tout à fait. Ève, qu'est-ce qui détermine dans au détecteur de rumeurs, là? Bien, je dirais essentiellement la même chose, dans le sens que si ça ne fait pas le buzz un minimum, là, on ne va pas essayer de donner de la visibilité à quelque chose qui est un petit peu souterrain. D'autant plus qu'à l'agence, c'est une très, 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 très petite équipe. Hein? Donc, on n'a pas les moyens, on n'a pas le même nombre de staff là, que Radio-Canada. Donc, on n'a pas le choix de faire des choix. On est assez petit aussi, quand même. Oui. Mais bon, hein? Oui, on pourra en reparler. Donc, oui, c'est ça. Il faut que ça fasse un peu le buzz, puis qu'on ait aussi des demandes de nos lecteurs. Donc, si c'est trop petit ou on sent qu'il y a pas, c'est pas une rumeur quand même d'assez grande portée, bien évidemment, on va l'éliminer, là. Okay. L'autre chose aussi, c'est que nous, on a un deuxième filtre qui est un filtre de science. Si on ne peut pas traiter, on ne peut pas le déboulonner grâce à de la littérature scientifique, ben on va l'éliminer. Donc, si c'est seulement politique, une allégation qui est seulement politique, ben, on ne va pas du tout la traiter. Ben, ça me fait penser la mention de la politique. Je pense que peut-être une des exceptions par rapport à la viralité de quelque chose, si justement c'est quelque chose qui peut tromper des électeurs, si il y a de la fausse information par rapport à la manière de voter, par exemple, si c'est peut-être pas nécessairement hyper viral, mais que ça peut être dommageable, à ce moment-là, on va quand même le couvrir. Un des problèmes, la vérification de faits, c'est bien, mais on sait qu'on est dans un contexte où chacun est un peu dans sa bulle informationnelle. Avez-vous l'impression des fois que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, dans le fond, que vos reportages se rendent aux oreilles qui devraient vous écouter? Est-ce que vous avez peut-être l'impression que de prêcher à des convertis? Bien, moi, des fois, on peut avoir cette impression-là, surtout pendant la COVID. En même temps, moi, je me raccroche un peu aussi à la littérature scientifique dans ce cas-là. Parce qu'on sait que, premièrement, quand c'est une fausse information qui circule, si on la trouve facilement sur Google, par exemple, ou dans le moteur de recherche de YouTube, bien, ça veut dire qu'elle est facilement accessible. Ça veut dire que la bonne information aussi doit être facilement accessible. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, bien, il faut qu'on fasse notre travail de rectifier les faits puis que les gens trouvent aussi facilement la bonne information que la fausse. Okay. Donc, ça, pour moi, c'était encourageant de savoir que, bien, premièrement, il faut qu'on le fasse. Deuxièmement aussi, on sait que même si notre premier public, des fois, c'est des gens qui sont déjà convertis, par exemple, à la science, aux faits, etc., d'avoir une information fiable, bien documentée, ça peut servir à ces personnes-là. Donc, des personnes déjà converties, si on peut dire, dans le dialogue qu'ils peuvent avoir dans la vraie vie. Les gens n'ont pas juste des discussions sur Facebook, OK? Et donc, un article factuel sur la COVID, par exemple, sur les vaccins, les effets secondaires des vaccins, peut servir à quelqu'un dans une discussion de famille autour d'une table, puis peut servir à dire, regarde, écoute, je vais t'envoyer un article, tu le liras, puis on s'en reparlera. Et ça a été étudié sur des sujets... ça fonctionne. Que ça fonctionne. Okay. Y compris sur des sujets extrêmement polarisants. Donc, c'est des études qui datent pré-COVID, mais sur des sujets polarisants comme la présence d'armes de destruction massive en Irak, les OGM, des choses comme ça, bien, on sait que ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est encourageant. Ça veut dire que ce qu'on fait, bien, ça a une utilité. Assez d'accord avec Ève là-dessus. Peut-être que j'ajouterais seulement que le but, je pense, de ce qu'on fait, c'est pas de convaincre des personnes qui sont déjà convaincues. Du contraire, c'est surtout donner des outils aux gens qui se posent des questions, qui sont pas certaines. Puis justement, s'ils peuvent faire une recherche Google et voir nos articles avant ou à peu près en même temps que ceux qui désinforment, on fait œuvre utile.
Oui, effectivement. Puis j'aime ce que rajoute Nicolas parce que effectivement, il y en a beaucoup des hésitants. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment se positionner par rapport à un sujet. Et donc, on parle à ces gens-là aussi. Eux aussi, c'est important qu'ils trouvent l'information. Pour tous les sujets. Donc, je pense que je pense que c'est utile ce qu'on fait. Et le but, c'est de mettre d'avant les faits, pas nécessairement de convaincre. C'est juste, Voilà. voici les faits, faites-vous votre propre idée finalement. Je regarde souvent les commentaires sous les articles des articles avec un peu controversés, puis il y a souvent des arguments qui reviennent toujours, par exemple, on a le droit de poser des questions, si on peut même plus poser des questions, on est rendu où? Tu sais, c'est souvent ce genre d'argument-là qui est mis de l'avant. Est-ce que vous êtes armé pour essayer de répondre à ça, ou est-ce que... Ben, l'affaire, c'est que je pense que les désinformateurs, souvent, posent des questions, oui, mais proposent également des réponses. Je pense que poser des questions, c'est correct, mais il faut qu'on s'entende justement sur les faits, sur la réalité là-dedans, là. Mais aussi, je pense que la force de tout média d'information, c'est la possibilité de se rétracter, de faire des corrections si jamais on se trompe. Ça peut arriver qu'on se trompe. Dans ces cas-là, on va se corriger, on va, spécifier quelle est la bonne information, alors que, en général, ceux qui désinforment ne feront pas ça. Il y a aussi ça comme différence. On est présentement en route vers le New Hampshire pour couvrir ce qui se passe sur le terrain chez les Républicains à 2 semaines des élections du mandat. Surtout de parler à des gens sur le terrain, de cogner à des portes. On va aussi aller à un rallye républicain pour savoir à quel point que cette thèse de l'élection volée, cette idée de la fraude électorale, cette idée de l'intégrité des élections et finalement la désinformation, là, à quel point est-ce que ça propulse encore cet électorat-là 2 ans après l'élection de Joe Biden. Nicolas, tu reviens du New Hampshire où tu as été faire un super reportage au pays du Big Lie, où est-ce que, il y a encore plein de gens qui croient toujours à cette théorie de l'élection volée à Donald Trump aux États-Unis. Ça a été quoi j'ai vu ton reportage, puis j'ai pas l'impression que, que tu vas convaincre grand monde là-bas parce que les gens que tu as interviewés sont convaincus que l'élection a été volée, puis il n'y a pas grand dialogue à avoir avec ces gens-là. Non, exact. Ben, le but du reportage, je pense pas nécessairement que c'était de faire du fact-checking sur le Big Lie. Là. Je veux dire, je pense qu'à ce point-ci, on sait pas mal c'est quoi le fond de cette histoire-là. Le but du reportage, c'était plutôt de montrer à quel point la base républicaine était encore animée par ça avant l'élection. Et il faut le dire, le but, c'était pas non plus de faire un freak show et de parler des gens convaincus. On avait aussi parlé à un ex-président du Parti républicain dans l'État qui faisait état un peu de la division au sein du parti. Tu as une aile plus classiquement conservatrice qui, elle, se reconnaît peut-être plus dans la base du parti. C'est intéressant d'avoir sa perception à lui. Et c'est intéressant aussi, on a parlé à un prof en sciences politiques au New Hampshire qui expliquait que c'est rendu ça maintenant à la base du Parti républicain. C'est un peu un acte de foi de croire en l'élection volée de 2020. Donc, c'était d'explorer le phénomène sur le terrain avec les gens, mais aussi avoir des explications d'experts. Donc, je sais plus, c'était quoi la question au juste? Mais je pense de voir à quel point, dans le fond, la désinformation s'est rendue un enjeu majeur. C'est-à-dire que c'est pas juste... tu sais, on parle de... là, on a parlé de Trump, on pourrait parler de la guerre en Ukraine, puis il y a un paquet de désinformation autour de ça, de la Russie. On pourrait parler de la Chine, où est-ce qu'il y a toutes sortes de choses aussi. La désinformation tue littéralement en ce moment. Là. Aux États-Unis, c'est particulier. C'est sûr, quand il y a des gens en position de pouvoir qui endossent la désinformation comme ça peut être particulièrement dangereux. On a vu avec l'élection québécoise qu'il y avait certains partisans du Parti conservateur, je dis bien certains, là, c'est pas une majorité, là, mais des gens qui disaient que l'élection était volée, qu'il y avait de la fraude massive au Québec. On importe ça, là, ces idées-là, maintenant. On importe ça, mais, faut le dire, Éric Duhaime a fermé la porte là-dessus. Il a dit, écoutez, non, moi je crois au processus démocratique. L'élection n'a pas été volée, il n'y a pas de fraude massive. Donc, c'est ça la nuance aussi. C'est quand il y a des gens en position de pouvoir comme ça qui se mettent à endosser des faussetés comme ça, c'est là que ça devient surtout encore plus dangereux. Là. Est-ce que dans les prochaines années, ce qu'on va surveiller, c'est peut-être ce que les politiques vont faire avec la désinformation? Je sais qu'il va peut-être y avoir un sommet du G7 là-dessus en 2023. Mais est-ce que les politiques sont rendus là à se dire, là, il faut
faut s'occuper de désinformation. C'est pas juste un sujet que les médias vont gérer. Là. Faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des règlements. Bien, je pense que oui. Je pense que le Canada s'y intéresse déjà de toute façon à la désinformation, aux impacts de la désinformation. On l'a vu aussi dès le début de la pandémie, à quel point le Canada a agi quand même assez vite là, pour essayer d'endiguer la désinformation sur la COVID. C'est sûr que je pense que tous les pays démocratiques sont inquiets de ce qui se passe en ce moment, des dérives qui se produisent. Donc, ça va être intéressant à suivre, hein, parce qu'il y a aussi des enjeux de liberté d'expression qui sont reliés à ça. Donc, c'est pas si simple, mais il y a quand même quelque chose qui est brisé dans les réseaux sociaux, puis il va falloir songer à peut-être assainir le dialogue ou en tout cas les règles. J'ai évidemment pas du tout les réponses à ça, mais c'est très, très complexe et je pense que oui, on va en entendre parler de plus en plus. Puis, est-ce qu'on a un espoir que endiguer la désinformation, ça va venir des plateformes? Parce que ça part d'eux autres, beaucoup, mais est-ce que la solution va venir d'eux autres? Là, on regarde du côté de Twitter en ce moment, puis... Ça n'a pas l'air. Pas beaucoup d'espoir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que les plateformes vont faire quelque chose ou je sais pas. C'est trop payant, je pense, pour eux. Puis je pense qu'eux aussi sont pris avec cette réalité-là, de cette complexité-là, mais en plus que c'est payant. C'est vraiment payant. Alors, je vois mal comment on peut penser que par eux-mêmes, ils vont légiférer de sorte où ça va vraiment assainir le problème. Je suis assez sceptique. Juste en général, c'est difficile de voir une solution miracle à ça. Je pense que la désinformation va toujours circuler. Et si on légifère là-dessus, à date, les lois qu'il y a eu dans le monde, c'est souvent des lois de censure, des lois contre la désinformation, donc des États totalitaires qui vont vouloir faire taire des opposants. Donc, il y a beaucoup des journalistes. Des journalistes aussi. Donc, il y a beaucoup de dérives possibles avec une espèce de ministère de la Justice. C'est difficile d'imaginer ce serait quoi la solution miracle à tout ça. La pandémie est derrière nous, pas encore tout à fait, mais disons... ça vous a beaucoup occupé ces 2-3 dernières années, là, parler du virus puis de tout ce qui a circulé autour de la pandémie. Qu'est-ce qui va vous occuper ces prochains mois, en 2023? Ça va être quoi, vous pensez, les grands dossiers à surveiller dans le domaine de la désinformation? C'est difficile de prédire l'avenir. Ça se peut qu'il y ait une autre vague et qu'il y ait toute une autre vague de désinformation avec tout ça. Mais je pense que l'avenir de la désinformation, c'est pas dans la prochaine année, c'est peut-être les prochaines quelques années. Tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, au deepfake, à ce genre de choses-là, ça risque d'être assez important dans tout ça. Il existe maintenant, ça commence, des générateurs carrément de vidéos. On peut écrire ce qu'on veut voir dans une vidéo, ça générera des images avec l'IA. C'est pas encore parfait, là, mais ça va continuer à se perfectionner de plus en plus et de plus en plus rapidement. Ève, qu'est-ce qui va t'occuper en 2023? Bien, c'est sûr que dans mes activités de travail, le professionnel, nous, on s'intéresse beaucoup à outiller les gens face à la désinformation parce qu'on est vraiment persuadés que les lecteurs, les auditeurs ont un rôle aussi à jouer. Donc, c'est d'essayer de donner des outils aux gens pour qu'eux-mêmes aient un meilleur esprit critique, puis aussi de donner des pistes pour mieux s'informer, parce qu'on n'est pas obligé non plus de s'informer sur YouTube. Il y a quand même des sources d'information plus fiables. Ça ne veut pas dire que tout sur YouTube est mauvais, mais il y a des critères sur lesquels on peut choisir l'information. Alors ça, je pense que ça va beaucoup nous occuper encore en 2023 d'essayer d'outiller les gens puis de les aider, particulièrement en information scientifique. On s'est rendu compte avec la pandémie là, qu'il y avait vraiment des lacunes pour bien comprendre l'information à caractère scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'une étude est fiable? Qu'est-ce qui fait quand on dit qu'il y a un lien entre deux choses, est-ce que c'est forcément un lien de causalité? Non, bien, pas nécessairement. Donc, c'est quoi les types d'études? Lesquelles sont fiables? Pourquoi une étude sur les animaux? On ne peut pas extrapoler les résultats aux humains. C'est différentes choses qu'on se rend compte que c'est vraiment important de mettre de l'avant pour que les gens comprennent les nuances. Et donc, je pense que ça va occuper beaucoup de notre temps. Et donc, aussi une formation qu'on veut offrir aux journalistes, aux communicateurs et à tous ceux qui connaissent un peu moins la science, mais qui doivent traiter de science dans leurs médias. On veut offrir une formation pour ces personnes-là aussi. Et si on parlait de solutions, je pense que ça passe surtout par ça. Au lieu de légiférer,
c'est peut-être quelque chose qui sera plus générationnel. S'il y a davantage d'éducation aux médias, d'éducation à la science, d'éducation à la pensée critique, si on outille mieux les gens, je pense que peut-être la prochaine génération sera mieux outillée pour faire face à la désinformation, surtout avec des plateformes comme TikTok aussi. Ça ouvre toute une autre porte, là, mais bon. Pensez-vous que c'était Patrick White, professeur à l'École des médias, qui a signé une lettre d'opinion cette semaine là-dessus, où est-ce on devrait avoir des cours d'éducation aux médias à l'école, au primaire, au secondaire? Est-ce que vous pensez que ça... Sauter quelques cours d'algèbre là, qu'on ne va jamais utiliser, là, puis peut-être faire ça? Oui, je pense que c'est essentiel. Je pense d'ailleurs que le cours culture et citoyenneté québécoise, dans les grands axes qui ont été dégagés, il va y avoir de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va en avoir dans les écoles dès le primaire, ensuite au secondaire, premier cycle, deuxième cycle. Nous, c'est sûr que comme journalistes qui faisons de l'éducation aux médias et à l'information, tu sais, moi, j'ai fondé le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information, le CQMI, avec d'autres collègues journalistes. Puis on pense vraiment que les journalistes ont une place là-dedans aussi. Donc, on pense que d'aider les jeunes à mieux s'informer, de leur expliquer c'est quoi la distinction entre une information journalistique factuelle là, et donc une information qui circule comme ça, produite par qui que ce soit. Il y a vraiment des clés quand même pour mieux comprendre l'information, savoir si cette information-là, elle est fiable, comment vérifier une source, comment vérifier aussi l'expertise de quelqu'un. Tout ça, ça s'enseigne, ça s'apprend. À mon avis, c'est intéressant aussi parce qu'on peut raccrocher ça au cours, on peut raccrocher ça à l'actualité, ça intéresse les jeunes. Donc, on en fait, nous, déjà des formations. On va déjà dans les écoles, on va déjà dans les cégeps, à l'université, auprès du grand public, puis ça intéresse les gens. Donc, je pense qu'il faut être présent, il faut continuer à faire cette éducation aux médias et à l'information, puis en espérant qu'à partir donc, parce que le cours, là, il va être vraiment mis en œuvre à partir de 2023, donc en espérant qu'il y en aura de plus en plus dans les écoles. Et si les gens comprennent mieux comment les médias fonctionnent, je pense que c'est là qu'ils auront davantage confiance en les médias aussi. Je pense que pas toute, mais une partie de la méfiance envers les médias, ça vient d'une incompréhension de comment est-ce qu'on travaille, c'est quoi la différence entre une chronique et un article de nouvelles, des choses de base comme ça. Je pense que ça pourrait aider les gens à avoir plus confiance aux médias aussi. Merci beaucoup à vous deux de votre présence aujourd'hui pour nous parler de tout ce beau sujet de la vérification des faits. Nicolas, on te regarde à l'émission Les Décrypteurs sur ici RDI, les samedis à 11h30, ou pour ceux qui ne sont pas devant leur télé, le samedi à 11h30, c'est sur ici tout.tv. Excellente émission. Si vous ne la connaissez pas, regardez-la. Ève, on suit la rubrique Le détecteur de rumeurs à l'agence Science Presse en ligne. J'ai mis les liens dans les infos de cet épisode. Et si vous êtes un établissement scolaire ou toute autre organisation que vous êtes intéressé à recevoir un journaliste scientifique chez vous pour parler d'éducation aux médias, bien, consultez l'onglet Formation sur le site de l'agence Science Presse. Le lien est dans les infos de l'épisode. Merci à vous deux. Merci. Merci. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Proulx. À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.